et tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire des Rendez-vous du Savoir et plus particulièrement dans cette série consacrée au plastique dans l'océan Indien et aux sciences sociales. Donc ce webinaire, il rentre dans le cadre du programme Exploit pour Expédition Océan Indien et son volet dédié aux recherches sociales, aux recherches en sciences humaines et sociales. Donc ce webinaire n'aurait pu avoir lieu sans la fabuleuse équipe de l'Université numérique de La Réunion, qui est en régie, que vous ne voyez pas. Alors, un grand et chaleureux merci pour leur accompagnement qui nous permet de diffuser nos discussions plus largement pour faire connaître le programme Exploit, d'une part, et les travaux en sciences sociales sur le plastique dans l'océan Indien, d'autre part. Donc, merci à Joël Malbranc, à Christophe Porlier, à Alix Poulot et à Elias Timol. Donc, pour tout ce travail invisible au service de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, dans ce deuxième opus, nous allons écouter le docteur Ranjena Jassan, juriste, qui traitera de la réglementation des déchets et de la lutte contre les plastiques à Madagascar. Donc le docteur Ranjena Jassan est titulaire d'une thèse en droit public qui porte sur la protection de la nature à Madagascar et elle a cherché à comprendre à quel niveau la protection de la nature a eu le plus de bénéfices. Elle s'est demandé ce qui était le plus efficient, quand les autorités publiques dictent les recommandations, quand ce sont les communautés de riverains et riveraines qui construisent ces règles. Il faut savoir qu'à Madagascar, certaines réglementations sont mises en place par les communautés après qu'elles aient été homologuées par les autorités publiques. Donc sa thèse conclut sur une recommandation, le plus efficace est de contractualiser entre communautés riveraines et autorités publiques. Donc, Madame Ranjena Jassan est aujourd'hui chargée d'enseignement à l'Université catholique de Madagascar et à l'Université de Diego. Elle sera discutée pendant une vingtaine de minutes par Madame Lemeur, qui est titulaire d'une thèse en anthropologie et qui a questionné la filière du recyclage des plastiques au Vietnam. Elle s'est posé la question de la globalisation et de la circulation des matières plastiques. Elle a suivi les vies sociales et les vies environnementales de ces déchets en s'entretenant avec les travailleurs et les travailleuses des déchets. Donc, elle a mobilisé une anthropologie urbaine et environnementale. Aujourd'hui, elle est rattachée au laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains de Bruxelles et au centre Norbert Elias de l'EHESS à Marseille. Donc, merci à tous et toutes de vous connecter, de suivre ce webinaire qui a pour objectif de faire discuter les sciences sociales entre elles sur un objet, le plastique, les plastiques, et sur un vaste territoire, l'océan Indien. Donc, aujourd'hui, le point de vue du droit sera questionné par l'anthropologie. À vous, mesdames. Bonjour à toutes et à tous et je remercie Marie pour la présentation et de m'avoir invitée à ce passionnant débat dans le cadre du projet Exploit. Donc là, je suis chargée de vous parler un peu de tout ce qui est la réglementation des déchets et de la lutte contre la progression du plastique à Madagascar. Les Chinois produisent des objets et les Malgaches les réparent. C'est par cette phrase issue du film documentaire Adgas, ou en français ça veut dire à la façon malgache, d'un réalisateur malgache qui s'appelle Lou Van Antenay. Et le film documentaire, il est sorti en 2014, que je commence pour aborder le sujet et vous faire comprendre le concept de déchets et l'appréhension de ce concept à Madagascar. En effet, il faut parfois savoir prendre en considération la réalité au lieu de toujours s'en tenir au texte, à la loi, au droit, etc., etc. Ailleurs, le déchet, il est bien défini et il est immédiatement reconnu et identifié comme tel. En droit français, par exemple, le déchet est défini à l'article L541.1 du Code de l'environnement et ce Code de l'environnement français va dire que est constitutif de déchets toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Il n'en est pas de même à Madagascar. En effet, en droit malgache, l'on n'évoque pas réellement le déchet de façon autonome, mais via des chemins de traverse. Et donc, le premier chemin de traverse pour la définition du déchet, c'est la définition qui est issue de la ratification de conventions internationales par Madagascar. En effet, parce que Madagascar a ratifié la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, qu'on a eu une première définition, une deuxième. La première, on va voir tout à l'heure,
une définition du déchet, c'est le décret un décret de 2012 qui va fixer la procédure de gestion des produits en fin de vie qui sont sources de déchets et déchets dangereux, nuisibles à l'environnement, qui va donner la définition du déchet, c'est-à-dire toute matière qui n'a plus aucune utilité pour son propriétaire ou producteur et qui est mise au rebut ou abandonnée. Cet article va rajouter que sera considéré comme déchets les résidus de processus de production, de transformation, d'utilisation ou toute substance bien abandonnée par son détenteur parce que la valeur économique du bien va être trop faible, parce qu'il sera en quantité ou parce qu'il sera en quantité trop faible pour justifier un investissement. Mais il faut rappeler que ce décret de 2012, il va juste concerner la mise en œuvre de la Convention de Bâle, qui est une convention sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux. Et donc, ce décret de 2012 et aussi la définition de déchets qui en résulte ne va être applicable qu'aux produits en fin de vie et qui peuvent potentiellement devenir des déchets dangereux et qui sont aussi transportés au niveau international. Donc, ça ne va pas concerner les déchets domestiques en interne. Ça, c'est le premier chemin de traverse. Le second chemin de traverse pour définir le déchet, c'est que le constat est là, le déchet n'a pas de définition générale qui lui soit propre. En premier lieu, le déchet il va être défini selon les dispositions de la loi sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles, qui est une loi qui date de août 1999. Mais comme son nom l'indique, cette loi ne va concerner que les déchets et les pollutions industrielles. Ensuite, il y a le Code de la santé publique, mais la définition du déchet dans ce Code de la santé publique va se contenter de définir les résidus de tout ce qui est utilisation et matériaux issus d'une activité, des activités des hôpitaux et des structures sanitaires et des activités pharmaceutiques. Et donc, on peut constater sur toutes ces différentes définitions du déchet que les déchets les plus simples et les déchets quotidiens, comme les déchets ménagers, ne sont pas pris en compte, vu que les textes ne vont se focaliser que sur les déchets industriels ou ceux qui sont issus du milieu hospitalier. Or, je pense personnellement que ce sont les déchets ménagers, par exemple, qui doivent avoir une plus grande considération. Un rapport national de priorisation des objectifs du développement durable qui date de 2018 a considéré que Madagascar fait face à un défi de taille sur la gestion de l'environnement et plus particulièrement sur sa production de déchets, que ce soit des déchets issus des produits chimiques ou des déchets ménagers et autres, parce que tous ces déchets-là constituent une menace sur la santé de la population et sur l'environnement, notamment par la pollution des nappes phréatiques et donc pour l'accès à l'eau de la population. Or, Madagascar n'a pas encore les infrastructures et les capacités pour réduire ces menaces sur notamment l'accès à l'eau potable et sur les nappes phréatiques. Donc, face à toutes ces dispositions et les constats, il est nécessaire de savoir ce qu'est un déchet, du moins ce que la société malgache considère comme tel. Comme je disais plus haut, il est important de prendre en compte les réalités face aux réglementations qui sont adoptées. Pardon. Et le film documentaire que j'avais évoqué en préambule va donner plusieurs pistes quant à cette définition supposée du déchet. En effet, un objet va passer par plusieurs étapes avant d'être considéré comme un déchet. Un objet va être rarement abandonné
dès après la première utilisation à Madagascar. Arrivé à un certain stade, même si l'objet devient sale ou ou est réduit en petits morceaux, il va encore être réutilisé. Il va être réutilisé et quand il sera vraiment plus utilisable, c'est là qu'il va être considéré comme un déchet. Ainsi, il semble important que les législateurs malgaches prennent en compte cette réalité et pensent à la gestion des déchets ménagers. La loi qui régit les compétences des collectivités territoriales décentralisées La loi qui régit les compétences des collectivités territoriales décentralisées attribue aux communes la mise en œuvre des opérations liées à la gestion des ordures ménagères. Or, dans la réalité, les modalités d'intervention des communes n'ont pas été détaillées dans les décrets d'application. Voilà. Donc, en ce qui concerne le déchet, on a vu le tableau général. Maintenant, on va voir ce qu'il en est du plastique qui est considéré comme un déchet dangereux par la réglementation malgache. En effet, un décret a été adopté en 2017 et il porte interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la constitution de stocks et de l'utilisation des sachets et sacs plastiques sur le territoire national. L'article 2 de ce décret de 2017 va considérer que les sacs plastiques sont des déchets dangereux du fait de leur effet sur les cours d'eau, le sol, le littoral, la mer et la biodiversité malgache. En tant que tel, donc, les sacs plastiques devraient faire l'objet d'un traitement spécial dans leur gestion pour supprimer les risques qu'ils induisent. Néanmoins, le constat de la dangerosité des sacs plastiques reste là parce qu'aucune disposition particulière n'a été prise pour permettre ce traitement spécial. Ce décret de 2017 va émettre des interdictions de principe. Par exemple, les sacs d'une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, quelle que soit la densité, la dimension, la forme et la matière de fabrication, sans que ne soit prise en compte la composition de ces sacs. Donc, même si les sacs plastiques sont composés par des matières biodégradables, ils sont interdits par la loi. Il y a aussi l'interdiction de l'importation, la production pour le marché local et l'utilisation des sacs et sachets sur le territoire national. Pour une fois, on va dire que les législateurs malgaches vont prendre en compte la spécificité de la matière et adopter quelques dispositions intéressantes à part ces interdictions de principe. En premier lieu, il va encourager l'éducation environnementale et la sensibilisation du public sur l'utilisation des sacs et sachets plastiques. Ensuite, le décret de 2017 va adopter des sanctions visant à prévenir physiquement la mise à disposition des sacs et sachets interdits. En tout cas, aucune peine d'emprisonnement ni d'amende ne va être prévue. Il va être demandé aux personnes qui vont à l'encontre des interdictions de réexpédier les produits prohibés. Il est aussi prévu des mesures de saisie des marchandises, de retrait d'agrément, de suspension d'activité ou de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. Sur le papier, le décret est intéressant et semble convenir à la lutte contre la matière plastique, mais dans la réalité, il est insuffisant. En effet, il va autoriser les sacs et sachets qui ne sont pas dans la dimension prévue par les textes. Donc, tous les sacs qui sont supérieurs à 50 microns,
le décret va supprimer la procédure d'autorisation environnementale préalable et donc il n'y a plus aucun contrôle sur l'importation des sacs et sachets plastiques. Et enfin, le décret va juste demander la position de mention obligatoire sur les sacs autorisés. En effet, ces mentions, elles seules ne peuvent constituer l'éducation environnementale qui est tant exigée par le texte, sans compter le fait qu'il ne prend pas en compte les mentions écrites. Non, sans compter le fait qu'il ne prend pas en compte le fait que les mentions écrites ne sont pas aussi parlantes que les symboles ou les mouvements d'éducation et de mobilisation de masse. Ainsi, comme annoncé plus haut, la réglementation malgache existe, mais elle est lacunaire et a trop d'exceptions pour qu'on puisse arriver à une éradication du plastique à Madagascar. Néanmoins, le législateur devrait se saisir de ces sujets, étant donné l'urgence de la situation. Il pourrait, pourquoi pas, inciter les acteurs régionaux, notamment au niveau de l'océan Indien, pour prendre des réglementations communes. En effet, le problème du plastique ne peut pas être résolu par les seules autorités nationales, mais doit être considéré comme un problème global et régional. Les actions d'éducation environnementale devraient être plus intenses et ne pas se contenter de simples mentions sur des sacs plastiques. Et l'éducation environnementale sur le plastique devrait aussi commencer dès le plus jeune âge. Et enfin, le législateur malgache, et pourquoi pas les autorités, devraient inciter les malgaches à revenir à ce qui se faisait avant. En effet, avant l'arrivée du plastique et sa très grande vulgarisation, on utilisait juste les emballages papier et tout ce qui est, et tout ce qui est papier journaux pour tout ce qui est papier journaux, tous les sacs en raffia, etc., pour à la place du plastique. Mais vu les moyens et vu le prix presque dérisoire des sacs en plastique, c'est ça en fait qui a favorisé sa très grande vulgarisation et le problème actuel de la prolifération du plastique à Madagascar. Sur ma présentation, en fait, je n'ai pas réussi à avoir les données sur le volume de plastique qui est utilisé à Madagascar, mais il suffit d'aller dans la rue, sur les routes nationales, pour voir que ce plastique constitue un fléau et se propage d'une manière vraiment inquiétante sur tout le territoire. Et sur ce, j'ai fini mon intervention. Je suis vraiment désolée parce qu'en fait, j'ai eu une extinction de voix pendant le week-end et là, en fait, je pense que ça ne s'arrange pas. Donc, je le remercie. Je suis toute oui pour la discussion avec Michaela Lemeur. Je suis vraiment désolée. D'accord, merci pour votre intervention, Yann Zatine, Ranjanajassan, si je prononce bien, on préfère une répétition, excusez-moi, pour cette méconnaissance. Alors, je suis vraiment intéressée par votre analyse de la situation malgache et de la question de la réglementation des déchets et du statut que prennent ces différentes matières, que ce soit les déchets en général ou les plastiques en particulier. Et puis, je vais m'appuyer sur votre intervention de ce matin avec votre voix qui vous pose des soucis, également sur un texte que vous avez publié en 2020 sur ces mêmes questions. Et donc, peut-être que ça me permettra de revenir sur des choses qui, en fait, sont tout à fait liées à ce que vous dites, mais que pour que les personnes qui suivent le séminaire se rendent compte aussi que je peux faire référence à ce texte. Alors, par contre,
je vous trouve pas la référence exacte de la revue en question. Peut-être que vous pouvez me compléter. C'est le texte La réglementation des déchets et la lutte contre la progression du plastique à Madagascar. Je crois que c'était paru à la RJE, la revue juridique de l'environnement. C'était paru en 2020. Par contre, les pages, je les connais. Ah non, mais vous tracassez pas, hein, c'est vraiment juste pour réfléchir aussi à ces éléments que vous avez redits hein, dans votre présentation et qui me permettront aussi peut-être de discuter de certains aspects. En tout cas, en tant qu'anthropologue, c'est toujours intéressant d'avoir cette perspective venue du droit et de voir aussi comment des éléments comme la Convention de Bâle peuvent influencer aussi fortement un contexte local ou un contexte national comme celui de Madagascar. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça particulièrement intriguant, intéressant que ce soit la Convention de Bâle de 1989 qui effectivement contrôle les mouvements transfrontières de déchets dangereux, qui soit en fait un peu, si j'ai bien compris, un peu la clé de voûte de la réglementation sur les déchets à Madagascar, enfin entre autres, et qui du coup en fait importe du droit qui est un droit international balbutiant qui en fait est peu contraignant en réalité sur les échanges internationaux sur lesquels j'ai pu aussi par ailleurs travailler depuis le point de vue vietnamien, qui importe donc des concepts de droit, sachant qu'en plus cette convention de Bâle régule des importations matérielles. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il y ait à la fois une importation conceptuelle et une importation matérielle, notamment autour de cette catégorie de déchets dangereux. Et c'est vrai qu'on a la sensation à vous écouter et à vous lire aussi dans ce texte qu'il y a une espèce peut-être d'aubaine à ce que le droit malgache se soit saisi de cette notion de déchets dangereux, notamment en qualifiant des plastiques de déchets dangereux, ce qui n'est pas le cas, hein. Peut-être vous me contredirez, dans la Convention de Bâle qui ne parle pas de plastique, mais plutôt de déchets nucléaires, de déchets industriels, etc., de déchets chimiques. Et donc des déchets plastiques qui, justement, pour nous, chercheurs, chercheuses qui travaillons sur ces matières, échappent à l'idée de la dangerosité, en tout cas en termes juridiques, se retrouvent du coup qualifiés de déchets dangereux dans un contexte national. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et on se dit, voilà, quand on réfléchit à la perspective de réguler justement ces flux de matière et ces accumulations de matière, on se dit qu'il y a une aubaine à cette importation d'une certaine matière. Mais ce que vous montrez dans votre exposé et dans ce texte, c'est qu'en fait, cette aubaine n'est pas complètement saisie d'une certaine manière à la hauteur de ce qu'elle pourrait représenter pour un devenir écologique satisfaisant. Donc c'est vrai que c'est une question qui vient tout de suite, qui est assez frappante, qui est à la fois cette matière qui semble être une matière exogène aussi, votre exergue du démarrage, les Chinois produisent des déchets et les Malgaches les réparent. C'est vrai que venant, moi, d'un contexte, de recherche en contexte vietnamien, j'ai pu effectivement constater, non pas alors depuis le point de vue chinois, mais depuis le contexte vietnamien qui est proche et plus généralement du contexte asiatique, qu'effectivement, on a un espèce de poumon de l'industrie, de la production plasturgique, donc industrielle du plastique dans les pays asiatiques et sud-est asiatiques, et que ces pays irriguent le monde de sacs plastiques notamment. Enfin, moi, j'ai assez documenté cette industrie à la fois, si on reprend les catégories discutables, mais formelle et informelle, hein, puisqu'il y a vraiment une industrie en plein boom au Vietnam qui produit et exporte des sacs plastiques à l'échelle internationale. Et donc, on imagine bien vers Madagascar comme
ailleurs dans l'océan Indien. Moi, j'ai pu enquêter sur des importations Vietnam-Réunion, mais aussi évidemment vers l'Europe et d'autres marchés. Et donc, on voit cette matière exogène, donc produite ailleurs, qui a aussi une qualification juridique exogène. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans votre travail, avec la question du danger. Et moi, je m'interroge effectivement du point de vue de sciences sociales qui sont plus constructivistes sur la question de la construction du danger et de savoir comment cette catégorie de danger vient qualifier des choses ou des situations. Et on se demande parfois si c'est le danger véritable lié au fléau dont vous parliez des déchets, et notamment des déchets plastiques, dans les sols, les cours d'eau, l'environnement et les enjeux liés à la biodiversité marine, mais pas seulement. Si c'est vraiment ce danger-là dont on parle quand on parle de déchets dangereux en droit, ou si c'est d'une autre sorte de danger. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question un peu... peut-être une première question voilà, sur qu'est-ce que ça veut dire dangereux en droit. J'ai peut-être une question à vous soumettre. Je vais peut-être essayer d'en élaborer d'autres pour vous donner matière à réflexion. Est-ce que c'est vraiment un danger environnemental? Est-ce que c'est un danger, comment dire, oui, lié à la régulation. Donc, c'est cette catégorie-là de dangereux que peut-être si vous avez davantage d'éléments à nous donner, ce serait intéressant. Et peut-être aussi, alors du coup, d'un point de vue peut-être plus socio-culturel, on pourrait dire, est-ce que ça se rattache ou pas à des discours à Madagascar sur qu'est-ce qui est dangereux pour l'environnement, pour les choses, pour les êtres, pour les humains, pour les paysages, pour les animaux, etc. Et est-ce qu'en malgache, le danger, est-ce qu'on pourrait identifier l'idée d'un danger qui soit proche ou éloigné de ces catégories juridiques? Ça m'intéresserait beaucoup. Également, et donc je sais, c'est peut-être une sous-question encore, à travers, je ne sais pas si c'est un aspect sur lequel vous avez travaillé, peut-être à partir aussi de la question du droit coutumier. Est-ce que dans le droit coutumier, on a des éléments liés au danger qui se raccrochent à des choses, à des matières? Voilà, je ne sais pas, peut-être que je projette des choses, mais ça pourrait être une de mes premières interrogations à vous entendre et à vous lire. Donc, dans votre exposé, vous avez utilisé la question, enfin le terme de chemin de traverse pour parler de la manière dont le droit malgache s'est saisi de la question des déchets et d'une sorte, ce que vous dites, d'un impensé des déchets ménagers les plus ordinaires, les plus simples, les plus quotidiens, qui vont en fait être raccrochés à des catégories de déchets qui sont particulièrement dangereux et que dans d'autres contextes juridiques, on va effectivement associer au danger. Donc, on parlait tout à l'heure du transport international. Vous avez aussi parlé de cette loi sur les déchets et pollution industrielle. Et donc, effectivement, des déchets particulièrement dangereux. Les déchets hospitaliers aussi, qui font l'objet de filières de collecte et de traitement spécifiques dans une bonne partie des pays qui ont des systèmes de gestion des déchets plus ou moins efficaces, en tout cas assez développés. Donc, c'est vrai qu'on a la sensation que les choses du quotidien un peu doivent être raccrochées à des éléments, comme vous disiez, via des chemins de traverse, à des éléments dangereux, spéciaux, particuliers. Et donc, ça, c'est un élément de votre travail que je trouve intéressant. Voilà. J'ai été aussi vraiment
frappée. Alors ça, c'est plus pour du fait de questions de recherche récentes pour moi, enfin en tout cas récentes, que je travaille de plus en plus, c'est le rapport et le rapport entre déchets et eau. Dont vous avez parlé dans votre exposé en disant que souvent la question des déchets est liée à cette prolifération dans l'environnement et notamment dans les ressources en eau. Et donc, pourrait mettre en danger à la fois les humains en cas d'inondation pendant la saison des pluies. Vous parlez de ça dans votre texte aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez sensible dans le contexte vietnamien dans lequel j'ai pu enquêter, mais aussi dans des contextes plus proches de moi, en tout cas, je ne sais pas pour les personnes présentes, mais à Marseille où je suis actuellement, où à chaque orage de cette saison, là, septembre-octobre, s'il y a des déchets dans la rue, ils viennent s'accumuler dans soit sur les côtes, les plages ou alors dans des espaces de goulots d'étranglement, dans les rivières, etc. Donc, j'ai trouvé intéressant qu'en passant par le droit, on retrouve aussi cette proximité entre des déchets et toutes les ressources en eau, les ressources ou en tout cas les corps aquatiques, que ce soit les rivières malgaches qui du coup peuvent être obstruées et donc débordées ou en tout cas pendant la saison des pluies. Et ça se traduit en droit. Alors dans votre exposé, vous ne l'avez pas mentionné, mais dans le texte que j'ai lu de vous, vous parlez notamment du code de l'eau et du fait que c'est aussi dans le code de l'eau qu'on voit apparaître des catégories de déchets et que la régulation du déchet prend d'une certaine manière consistance. Donc ça, peut-être, ça pourrait être des aspects sur lesquels vous pourriez revenir davantage dans la discussion. Et alors, j'avais envie aussi de revenir sur cette catégorie que vous développez beaucoup, que vous avez évoquée ici et qui est peut-être pas très évidente pour tous les gens qui s'intéressent à la question des déchets plastiques. C'est cette question des sacs plastiques et de cette limitation liée à leur épaisseur, à 50 microns d'épaisseur. Et ça, c'est vraiment un sujet que je trouve très intéressant et qui pose des questions à la fois techniques, industrielles, liées au commerce international, etc., et des questions de législation. Et donc, ce que moi, j'ai pu observer aussi, et peut-être, du coup, vous pourrez soit me contredire parce que sur la législation, je ne suis pas spécialiste, mais c'est qu'en fait, il y a vraiment eu un tournant dans les années 2010 entre ce qu'on a voulu qualifier de sac plastique à usage unique. Et donc, en tout cas, dans le droit français, il y a eu une loi promue notamment par Ségolène Royal, me semble-t-il, il me semble que c'est 2014, qui a voulu interdire la prolifération des sacs plastiques à usage unique, qui devenait un peu un symbole justement de la pollution environnementale. Puisque le sac plastique, on peut vraiment dire ça, que c'est devenu un symbole qu'on retrouve d'ailleurs sur des affiches dans le métro ou dans la rue. On voit un bel océan bleu, puis un sac plastique qui flotte au milieu. Et donc, c'est vraiment devenu un symbole de la pollution. C'est assez questionnant d'ailleurs que ce soit le sac plastique en lui-même qui soit devenu à ce point un symbole de pollution plastique, puisque c'est pas que ça, la pollution plastique, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et autant il y a des pays dont vous parlez aussi dans votre texte, comme le Rwanda, qui ont voulu interdire les sacs plastiques. Donc, dans certains pays, il me semble que c'est certains pays qu'on pourrait qualifier de pays du Sud, qui ont été presque pionniers de ces interdictions, hein, de l'importation, de la production et des sacs plastiques, me semble-t-il. Et en même temps, du coup, des pays, entre guillemets, du Nord qui se sont un peu mis à la page, notamment, donc voilà, comme je le disais, en France en 2014 avec la loi
qui du coup a qualifié certains plastiques, et vous le dites bien aussi dans votre texte, certains plastiques de sacs plastiques à usage unique, en dessous de 50 microns d'épaisseur, et au-dessus de 50 microns d'épaisseur, des sacs plastiques à usage multiple et non plus unique. Mais pour avoir enquêté sur les filières industrielles et du coup raccrocher ce que vous disiez tout à l'heure, les textes à la réalité matérielle et aux usages, en fait, ces sacs plastiques de 50 microns, ça reste des sacs plastiques à anse classiques sur lesquels qui sont un peu plus épais que ces sacs plastiques qu'on a vus à une période, notamment dans les rayons fruits et légumes des supermarchés, et qui ont effectivement été remplacés. Non, ils n'ont pas disparu, ils ont été remplacés, ça c'est un aspect important. Et donc ces sacs plastiques de 50 microns et plus, on va les retrouver encore de nos jours en France, alors qu'il y a eu cette loi, par exemple chez le boucher, et le boucher aura fait imprimer son logo sur ces sacs plastiques, ou à la pharmacie, etc. Alors parfois ils vont être payants, donc pas donnés gratuitement parce que du coup ils ont une valeur, ils sont un peu spécifiques. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment une législation peut se reposer sur aussi des normes industrielles, en fait, de qualité de plastique, d'une certaine manière. Puisque c'est en dessous de 50 microns, on est sur des films très, 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 très fragiles et donc qui, c'est vrai, au bout d'un usage, si on met un peu trop de poids à l'intérieur, risque de s'abîmer. Et à partir de 50 microns, on va être dans des sacs plastiques qu'on va pouvoir réutiliser. Mais en réalité, ça reste des sacs plastiques qui peut-être auront deux usages. Enfin, peut-être je fais trop preuve d'ironie, mais un usage quand on fait ses courses et puis un deuxième usage quand ce sera le sac poubelle, quand ça deviendra un sac poubelle. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie... et je trouve étonnant que cette question des 50 microns soit devenue une espèce de norme internationale. Une norme que j'avais rencontrée au moment de mes enquêtes de terrain auprès des industriels de la plasturgie vietnamienne, qui étaient en train de mettre en place cette norme. Ils disaient, voilà, maintenant, à partir de maintenant, on sait qu'on ne peut plus exporter des sacs plastiques de moins de 50 microns. Donc, on fait que des sacs plastiques de 50 microns et plus, mais on fait toujours des sacs plastiques. Et donc, il y avait cette traduction industrielle de la loi qui est en fait peut-être d'ailleurs une espèce de retour de boomerang, qui était peut-être une norme industrielle qui est passée dans la loi et qui repasse dans le monde industriel. Voilà, je sais pas trop comment articuler ces circulations-là. Mais donc, c'est vraiment étonnant de voir cette autorisation, cette réglementation, y compris à Madagascar. Et peut-être pourriez-vous aussi nous dire un peu comment cette norme, en fait, vient un peu fragiliser, peut-être, j'ai l'impression, en tout cas en vous entendant, en vous lisant, la véritable qualification des plastiques en tant que déchets dangereux, quoi. Que finalement, il y a un seuil en dessous, au-dessus, et finalement, où est-ce qu'il est le danger dans ce seuil? Donc peut-être vous pourrez en parler un peu davantage. Je pense que je vais arrêter là mes commentaires et vous laisser la place à la discussion avant qu'on ouvre encore plus largement ensuite. Merci encore en tout cas, et je suis très contente d'avoir découvert votre travail à l'occasion de ce séminaire. Voilà, merci Yann Zati. Merci Michaela pour les commentaires et les sujets de discussion qui sont des sujets très vastes. Et donc, sur la question des 50 microns, oui, je pense que d'une manière générale, sur tout ce que j'ai pu voir, c'est que le droit de l'environnement, c'est un droit hybride, on va dire. C'est pas comme ce n'est pas comme les autres branches du droit où il y a telle réglementation et ça s'appuie juste sur le droit et sur tout ce qui est, on va dire, argumentation. Le droit de l'environnement, lui, il ne peut pas aller tout seul. Il s'appuie assez souvent soit sur
le domaine scientifique, soit sur les autres, les autres connaissances. Et donc, c'est pour ça que les normes en droit de l'environnement, souvent, s'appuient sur ce que les chercheurs ou sur ce que les autres scientifiques disent. Et donc, c'est pour ça qu'on est un peu, pas polyvalent, mais presque. Et ça peut poser question sur l'expertise scientifique à partir de laquelle le droit va poser ses réglementations, ses interdictions, ses autorisations. Et ça pose aussi la question du seuil, parce qu'à chaque fois, cette question du seuil se pose. Et je crois que c'est une problématique assez importante en droit de l'environnement. Parce que oui, évidemment, est-ce qu'un sac à 49 microns, il va être... en quoi est-ce qu'il est moins dangereux qu'un sac avec juste 2 microns en plus? Et donc, c'est ça qu'il faut savoir aussi sur le droit de l'environnement, c'est que ça s'appuie sur des données scientifiques que nous, en tant que juristes de l'environnement, on ne maîtrise pas totalement. D'accord? Et donc, la question des 50 microns en droit malgache aussi, je crois que parce que le législateur malgache a tendance à copier ce qui se fait au niveau international. Et donc, parfois, vous voyez, sur les dispositions en droit malgache, souvent, en tout cas en droit de l'environnement, il y a souvent des reprises des dispositions qui sont dans les conventions internationales, qui sont aussi, par exemple, dans la réglementation française. Nous, en tant que chercheurs, on essaie de dénoncer, pas dénoncer, mais on essaie de tirer l'alarme sur ça en disant à chaque fois, prenez en compte la réalité malgache, prenez en compte ce qui se passe ici, mais on tire la sonnette d'alarme. C'est pas sûr que tout le monde va réagir en conséquence. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve les 50 microns un peu partout. Ensuite, en ce qui concerne les déchets ménagers, en fait, les déchets ménagers qui sont raccrochés aux autres types de déchets, c'est justement ce point-là que je mets en exergue sur le fait que personne n'a pensé à comment est-ce qu'on doit gérer les déchets au quotidien. Parce qu'habituellement, quand les Malgaches étaient, quand on avait moins de population, les déchets, on arrivait soit à les enterrer dans la cour de la maison, soit on arrivait à réutiliser des déchets à chaque fois. Et donc, ça se réduisait à néant d'une certaine manière. Il y a par exemple les déchets de table à Madagascar. Souvent, soit on donnait aux poules, soit on donne aux chiens ou aux chats. On ne donne pas les croquettes. Ça, c'est la version moderne, les croquettes et tout ça. Mais traditionnellement, les déchets de table, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand il y en avait, soit on donnait aux animaux domestiques, soit on l'utilisait pour faire les composts. Mais ça, c'était avant. De plus, l'urbanisation et l'évolution de la société fait de plus en plus qu'on perd certaines habitudes qu'on avait et qui sont considérées actuellement comme les bonnes, les bons comportements à avoir. Et donc, ça, par exemple, pour les autres types de déchets, il y a toujours une réutilisation derrière. Mais je pense que c'est l'ouverture au marché de Madagascar qui a fait qu'il y a une abondance de biens, une consommation et une surconsommation qui fait que toutes ces bonnes petites habitudes qu'on avait avant, on les perd. Et donc, un instant, je vais juste boire de l'eau. Et donc, ce qui fait que de plus en plus, on n'a pas eu cette problématique avant. Et cette problématique, en fait, se présente de plus en plus.
cette problématique se présente de plus en plus, mais le législateur ne se saisit pas de cela. Or, la densité de la population augmente et il est urgent qu'il fasse quelque chose sur ce point-là. Et donc, c'est pour ça que je milite pour qu'il y ait des textes clairs sur tout ce qui est déchets ménagers et pour qu'on ne pense pas qu'il n'y a que les déchets industriels et les déchets hospitaliers qui doivent faire l'objet de traitement. Ensuite, sur la question du concept de danger à Madagascar. Et là, en fait, c'est un peu, je ne sais pas si j'arriverai à expliquer, c'est la culture malgache, quelque part, qui fait que le danger, je ne sais pas, le plus grand danger dont on a peur, c'est peut-être la mort. Et même pour la mort, on va dire que c'est le destin. En fait, il y a un certain, comment dire, c'est le destin ou c'est ce qui devait arriver, etc. Ce qui fait qu'on accepte tout ce qui se passe sans agir au préalable, sans faire des actions de prévention. On est trop dans comment on appelle ça? En fait, on est un peuple un peu résigné, je trouve. Et du coup, au lieu d'agir pour prévenir les dangers, on accepte le danger. Et quand le danger, il se passe, on dit que c'est le sort, c'est ce qui devait arriver. Et c'est ça le problème. Et le décret de 2017 sur les sacs en plastique, il a considéré les sacs comme des biens dangereux parce qu'ils peuvent constituer une menace pour la santé humaine en étant toxiques, asphyxiants, oxydants, infectieux, tératogènes, cancérigènes, etc., etc. Mais une fois de plus, cette disposition, elle n'est pas propre au droit malgache, mais ça a été prise dans une autre disposition internationale. Et je pense que ça aussi, c'est un problème au niveau du droit de l'environnement malgache, c'est qu'on a des dispositions qui nous sont internes et qui nous sont propres, mais du fait de tout ce qui est mouvement international, on attend toujours que ce soit les conventions internationales qui disent tel sujet est intéressant, tel sujet doit être traité, et ce n'est qu'à partir de là que le législateur va prendre les dispositions en interne sur le sujet en question. Et donc, dans le droit malgache de l'environnement, vous allez avoir plusieurs dispositions qui sont issues des conventions internationales et très peu qui sont là pour promouvoir les dispositions qui sont prises en interne. Je ne sais pas si c'est... Oui, merci beaucoup pour ces réponses. Je trouve que c'est intéressant de réfléchir à plusieurs choses, que ce soit cette importation de concepts de droit, de normes juridiques. Et puis, ce serait intéressant je sais pas, de réfléchir à... Quand vous dites que même les plus grands dangers, c'est un peu le destin... et que du coup, le peuple malgache serait résigné. Alors, je ne sais pas s'il y a des mobilisations environnementales pour protéger quand même ce à quoi on tient. En général, il y a quand même aussi ça qui est fort face au destin. On a quand même des choses auxquelles on tient et qu'on veut protéger. Mais c'est vrai que du coup, la question de la prévention et du risque, peut-être c'est un point de questionnement sur comment prévenir que des choses n'adviennent pas quand effectivement peut-être les choses sont un peu destinées. Alors je sais pas, je trouve ça intéressant en tout cas de vous écouter parler de ces aspects-là et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Mais de toute façon, je dis que le peuple il est résigné, mais de plus en plus on a les jeunes qui se mobilisent pour porter la voix de la protection de l'environnement.
Il y a beaucoup de jeunes dans la société civile qui se mobilisent. Il y a même des entreprises qui se créent pour, par exemple, pour faire de la valorisation des déchets, pour faire de la valorisation du plastique, pour faire du recyclage. Mais je trouve ça dommage que ce soit la société civile à chaque fois de prendre les devants sur une question qui concerne pourtant tout le pays. Je trouve dommage que les autorités ou que le texte ou que le droit en général ne soit pas en première ligne, mais que ce soit les jeunes qui soient en première ligne et que ce soit juste la société civile qui le fasse. Mais c'est déjà beaucoup de choses, hein, c'est déjà bien que la société civile se saisisse de la question. Et par exemple, pour vous illustrer cette question de risque, à Madagascar, c'est un territoire où il y a les cyclones qui passent chaque année. Et donc, tout le monde sait que le cyclone va passer chaque année, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir des plans pour reloger les gens ou pour je sais pas, pour faire quelque chose quand le cyclone passe. Quand le cyclone passe, tout le monde va suivre le plan de vigilance, etc. Mais c'est pas pour autant que l'année prochaine, on va construire des habitations dures, par exemple, sur la côte. On va toujours rester sur l'habitation avec les feuilles de bananier, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, la notion de risque et de danger, c'est une notion qu'on a un peu de mal à assimiler, je trouve. On essaye, mais je trouve qu'on n'est pas assez prévenant sur cette question du danger, du risque. Mais c'est pas pour autant que je crache pas sur la culture malgache, mais c'est juste que ce soit dommage. Et oui, j'avais une autre question en fait qui m'est revenue et avant peut-être dans votre texte à un moment quand on lit ces différents décrets qui interdisent l'importation, enfin la production et l'importation de déchets aussi, de déchets plastiques, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ça m'intéresse particulièrement parce que c'est vrai qu'en ayant travaillé sur des entreprises qui recyclent des déchets venus d'autres pays, notamment développés depuis le Vietnam, hein, donc en ayant travaillé sur ces importations de déchets et ce commerce international des déchets, à un moment vous dites dans ce texte dont on parlait tout à l'heure que le droit malgache au départ voulait interdire justement cette importation de déchets, mais laisse la place à la possibilité que des acteurs s'en saisissent et que finalement l'interdiction d'importation n'est pas vraiment solide, quoi, si j'ai bien compris. Je voulais juste savoir, je ne sais pas si peut-être j'ai pas bien compris, mais je me demandais si vous aviez eu vent de filières de transformation de déchets venus d'ailleurs, à Madagascar même, d'importation justement de déchets ou pas sur le territoire malgache. Est-ce que c'était une activité économique plus ou moins industrielle qui n'existe pas à votre connaissance? Non, pas à ma connaissance, mais je crois qu'il il y a quelques mois, il y a eu un navire qui transportait des déchets qui a été accosté sur les côtes de Madagascar. Et donc, ce que je trouve dommage, c'est que les textes n'aient pas fermé totalement la porte à l'interdiction d'importation de déchets. Parce qu'à partir du moment où vous ne fermez pas la porte, en fait, dès qu'il y a... Parce que l'intitulé du texte, c'est « Tant qu'il n'y a pas les capacités pour transformer des déchets importés, c'est interdit ». Donc, est-ce qu'on en conclut que quand il y aura les capacités de transformation, est-ce que ça veut dire qu'on va accepter que l'on fasse les importations de déchets? Et donc, j'ai juste entendu parler de ce navire qui a été accosté et qui avait transporté des déchets.
Mais j'ai bien peur que c'est normal aussi que des hommes d'affaires trouvent la faille et qu'ils y aillent parce que le texte n'a pas été assez ferme dans ce qu'il dit. Oui, c'est très inquiétant parce que ça fait supposer aussi la possibilité d'un report des filières, notamment chinoises, qui se sont fermées en 2017-2018, qui se sont déjà largement reportées sur l'Asie du Sud-Est et qui éventuellement peuvent se reporter sur d'autres marchés, comme peut-être le marché malgache. En tout cas, ça, c'est vraiment une question aussi à suivre de près que vous soulevez. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu. Merci à toutes les deux pour cet échange très intéressant. Merci à Yann Zatin pour votre présentation de ce qu'était un déchet, comment est-ce qu'il était défini dans le droit malgache. Et puis, merci Michaela pour la discussion et toutes les perspectives d'ouverture que vous avez amenées avec l'anthropologie. Ce webinaire touche à sa fin. Nous allons couper l'enregistrement pour laisser place aux échanges en direct entre les panélistes et les personnes qui assistent au webinaire en direct. Je vous rappelle que ce webinaire est diffusé sur la chaîne YouTube de l'Université numérique de La Réunion et je vous invite à suivre le prochain numéro des Causeries du plastique qui reprendra sous une forme contractée les principaux points de ce webinaire. Donc, à bientôt sur la chaîne de l'Université numérique pour le prochain webinaire Plastique dans l'océan Indien et sciences sociales. Au revoir.